L'invité de MC Première. Et ce matin, notre invité, le haut-commissaire de la République, Vincent Bouvier, bonjour. Bonjour. On croyait le conflit des rouleurs terminé, en tout cas sur le mode de l'affrontement. Est-ce que l'actualité du week-end vous inquiète avec d'un côté, les rouleurs qui accusent le gouvernement de jouer sur les mots concernant le protocole d'accord, et de l'autre Calédonie Ensemble qui annonce clairement que si les exportations de minerais vers la Chine étaient autorisées par le gouvernement, le parti attaquerait cette décision devant les tribunaux. Oui, j'ai entendu très attentivement les déclarations des uns et des autres. Je voudrais tout de même lever une ambiguïté sur ce qu'il y a exactement dans ce protocole d'accord qui a été signé il y a quelques jours, et plus précisément l'article 1 de ce protocole. Vous savez qu'il y a un groupe de travail avec la DIMINC, avec les mineurs, avec le concours du gouvernement, qui a travaillé très précisément, qui a rendu un rapport sur les minerais dits à faible teneur, qu'on dit parfois non valorisables, pour savoir exactement dresser un bilan, un état des lieux et voir comment ces minerais pourraient être valorisés. Ça, c'est l'objet de ce groupe de travail et de ce rapport qui a été présenté au GTPS. Et ce qui est prévu précisément par le protocole, c'est que ce rapport, une fois présenté au GTPS, ce qui a été fait, ce rapport doit ensuite être présenté au gouvernement. Et c'est ce qui sera fait demain, mardi. Ça, c'est la lettre même du protocole. Cela dit, il est clair, il est même, j'allais dire, logique, qu'il se passera sans doute au gouvernement ce qui s'est déjà passé au GTPS, c'est-à-dire qu'à l'occasion de l'examen de ce rapport, des conclusions de ce groupe de travail, à l'occasion de cela, bien sûr, il est logique et il est clair que la question des exportations, et plus précisément des exportations vers la Chine ou non, des exportations des latérites, des minerais à faible teneur vers la Chine, cette question viendra forcément sur la table. Et après, le débat s'ouvrira, j'imagine, sur le point de savoir si cette question doit être mise au vote rapidement d'une prochaine séance du gouvernement ou non. Alors les rouleurs qui vont jusqu'à faire une conférence de presse le dimanche, est-ce là vraiment un malentendu, une mauvaise lecture ou de la mauvaise foi ? Malentendu, je ne sais pas. Mauvaise foi, je ne sais pas. En tout cas, c'est le signe que le protocole d'accord était important, était nécessaire, parce qu'il permettait de mettre fin à la tension et de retrouver le chemin du dialogue. C'est le signe qu'il faut continuer à travailler dans ce sens, le sens du dialogue, de la concertation, de l'échange entre les différents partenaires pour avancer sur ce sujet. Il faut impérativement avancer sur le sujet du nickel, avancer sur cette stratégie nickel. C'est une priorité pour la Calédonie et il faut le faire, je le souhaite, dans un esprit de dialogue, d'échange, de rencontre. Alors ça, justement, c'est un consensus. Georges Paul-Langevin, lors de sa visite jeudi dernier, l'a rappelé, elle aussi. Qu'est-ce que l'État peut proposer aujourd'hui comme méthode ? Le dialogue, le consensus, la sérénité. C'était le comité stratégique industriel. Ça a duré 2 ans, ça n'a rien donné. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre boîte à outils ? Je ne sais pas si on peut dire que ça n'a rien donné. Vous savez que après le comité des signataires d'octobre 2014, a été créé ce qu'on appelle ce GTPS. Le GTPS, ce sigle un peu barbare, en fait, cette réunion regroupe les présidents d'institutions, les institutions et les signataires de l'accord de Nouméa. Et l'idée, c'est quoi ? C'était quoi ? Non, je ne dis pas c'est quoi, je dis c'est quoi, parce que le GTPS, il existe toujours. C'est bien de poser les problèmes, d'informer tous les participants sur les grands sujets, les exportations, les retombées du nickel, la participation ou non des collectivités publiques aux sociétés métallurgiques, aux sociétés industrielles, la question de l'après-nickel, tous ces sujets majeurs, pour, dans un premier temps, les présenter, les informer sur ces différents sujets, et ensuite, dans un deuxième temps, en associant d'ailleurs tous les acteurs de la filière, les mineurs, les industriels, les rouleurs, tous les acteurs de la filière doivent être associés. Ensuite, j'allais dire de rentrer dans le dur et de construire cette stratégie. Parce qu'aujourd'hui, finalement, cette méthode ne fait que constater, souligner les oppositions Non, je ne dirais pas frappantes. ça. Les premières réunions de ce GTPS étaient des réunions, j'allais dire, de travail sereines, constructives, où on posait les problèmes. Alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré encore dans une vraie négociation sur la stratégie. Il y a eu ensuite ce conflit dit des rouleurs, qui en effet a, pour quelques semaines en tout cas, interrompu cette logique de discussion, d'échange et d'avancée. Interrompu pour vous ou c'est une vraie rupture ? Pour moi, je souhaite que ce soit une interruption et pas une rupture. Je crois, vous savez, la Nouvelle-Calédonie a des atouts remarquables en matière de nickel.
Mais le nickel est un marché difficile, un marché très concurrentiel. On découvrira peut-être de nouvelles réserves de nickel dans d'autres pays du monde, ou même aux Philippines, par exemple, qui donneront à la Calédonie peut-être une place moins privilégiée. Donc il est vraiment impératif d'avancer. La Calédonie a des atouts remarquables en matière de nickel, mais il faut impérativement construire cette stratégie dans le dialogue, donner de la cohérence et donner de la visibilité à tous les acteurs. C'est important. Vous savez, il y a un professeur d'économie dans une université parisienne, un professeur d'économie réputé, qui a dit récemment la Nouvelle-Calédonie a besoin du nickel, mais le nickel n'a peut-être plus besoin de la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu brutal comme formule, mais en tout cas, il faut bien déduire de cela qu'il faut impérativement travailler, avancer et que la Calédonie ne perde pas cette chance, cette grande chance qu'elle a d'avoir aujourd'hui 25% des réserves mondiales de nickel connues sur son territoire. 258, si vous aussi, chers auditeurs, vous souhaitez poser une question à Vincent Bouvier, le haut-commissaire, notre invité ce matin. Vincent Bouvier, sur cette question du nickel, on sent l'État un petit peu mal à l'aise. L'État n'a pas la compétence. Pourtant, l'État a des intérêts directs, notamment via le capital d'Eramet. Est-ce que tout ça, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que c'est difficile à gérer ? Je ne dis pas si c'est forcément facile à gérer. Moi, je dirais, pour nuancer votre propos, qu'en matière de nickel, l'État, certes, en Nouvelle-Calédonie, n'a plus de compétences directes. Les compétences directes, notamment en matière d'autorisation d'exportation, par exemple, ces compétences sont celles du gouvernement, de même que la province a des compétences en matière... Les provinces, ont des compétences en matière environnementale, mais l'État a des responsabilités. Pas de compétences directes, mais des responsabilités. Parce que l'État est actionnaire d'Eramet, donc indirectement. Et donc de des la intérêts. Parce que l'État peut favoriser telle ou telle entreprise via la défiscalisation, et puis parce que le nickel est une ressource stratégique. Donc l'État ne peut pas s'en désintéresser. Et c'est bien pour cela que l'État a pour devoir, ici et au niveau national, de s'impliquer activement dans les discussions, dans les négociations, dans la recherche des points de vue pour bâtir cette doctrine nickel. L'autre sujet fort sur lequel s'est penché Georges Paul-Langevin lors de son passage, c'est la question des corps électoraux. Alors tout d'abord, concernant le corps électoral de sortie, les décrets sont en préparation, notamment pour entériner l'extension de l'inscription automatique. Êtes-vous parvenu à préciser la notion d'intérêts matériels et moraux ? Ce qui est prévu par la loi organique, c'est de créer une commission consultative spéciale, une commission consultative d'experts qui travaillera spécifiquement sur les intérêts matériels et moraux, qui sera saisie par les commissions qui révisent les listes ou qui les établissent sur tel ou tel cas concret, sur telle ou telle interprétation précise, sur un cas précis de ce que sont les intérêts matériels et moraux, mais aussi qui pourra donner des avis de principe. Donc en quelque sorte, cette notion va se préciser au fil de l'eau à travers les cas qui seront soumis aux commissions. Et puis, on travaille aussi sur ce qu'on pourrait appeler un vade-mecum des intérêts matériels et moraux, un guide qui pourrait être fourni comme appui à la fois à cette commission consultative d'experts que j'évoquais et aux commissions administratives spéciales qui, je le rappelle encore une fois, établissent et révisent les listes. Alors on parlait du nouveau souffle du comité des signataires du 5 juin. Est-ce que pour vous ce souffle est encore valable ? Mais voyez-vous, ce qui me frappe, c'est que lorsque nous avons réuni ce groupe de travail sur les listes électorales, présidé par la ministre, il y a quelques jours maintenant, on a travaillé sérieusement, sereinement et dans une atmosphère vraiment constructive. Les points de vue se sont rapprochés et ces décrets que vous évoquez, ils vont être préparés, ils vont rentrer dans le circuit officiel des consultations dans les prochains jours. Donc il y a un contraste au fond entre cette sérénité des débats sur l'électoral et puis ces difficultés, ces tensions fortes que nous connaissons sur le nickel. Donc j'aurais une réponse nuancée. Je crois que l'esprit souffle encore, mais pas partout, et qu'il faudrait qu'il souffle partout. Alors concernant le corps électoral des provinciales cette fois, où en est le travail d'évaluation des listes qui avait été acté lors de ce comité des signataires et donc du nombre réel des personnes qui seraient indûment inscrites ? Alors d'abord, je rappelle que ce qui a été clairement acté à un comité des signataires, c'est que s'agissant des personnes non natives de Calédonie arrivées après 1998, je crois qu'il y a eu consensus pour considérer que ces personnes-là ne pouvaient pas être électeurs, ou électrices plutôt,
pour la consultation des provinciales. Le sujet, ça concerne une estimation qui tourne autour de 3 900 personnes, personnes non natives de Nouvelle-Calédonie, personnes majeures, personnes inscrites sur la liste électorale spéciale provinciale, mais non inscrites sur la liste électorale générale. C'est un peu technique, j'en conviens, mais c'est là-dessus que porte le litige et que portent les dissensions entre les divisions, entre l'UC, les indépendantistes d'un côté et de l'autre, les non-indépendantistes. Donc ce qui a été décidé très précisément, c'est de faire une évaluation quantitative la plus concrète, la plus poussée possible. Qui était là dans cette catégorie que je rappelais, qui était là avant 1998, qui n'était là qu'après 1998, et puis les personnes dont on ne trouve aucune trace informatique. Cette évaluation, on l'a fait à partir d'un certain nombre de fichiers. Je ne rentre pas dans les détails. Il a été confirmé au cours de cette réunion il y a quelques jours que cette évaluation quantitative serait faite à Paris pour garantir l'anonymat, la confidentialité, ce qui est important pour tous les Calédoniens. Donc les fichiers par différentes techniques seront transmis à Paris, qui fera l'évaluation, et que cette évaluation se fera sous l'autorité, le contrôle, la supervision d'un expert de confiance qui est Ferdinand Mélin-Soukramanien, qu'on connaît bien en Calédonie, puisque c'est un professeur de droit qui a déjà travaillé sur l'avenir institutionnel du territoire, qui est aujourd'hui déontologue de l'Assemblée nationale, qui s'intéresse beaucoup à la Calédonie, et c'est lui qui, en quelque sorte, supervisera cette opération d'évaluation quantitative. Et après, les résultats de l'évaluation seront transmis au prochain comité des signataires, et là, on reparlera politique, et les partenaires... On reparlera radiation. Le but est que les partenaires, à partir de cette évaluation précise, trouvent un accord politique. Que fait-on? Que ne fait-on pas? Alors certaines critiques ont émaillé ces derniers jours, des critiques à votre rencontre par rapport à votre gestion donc, de la crise des rouleurs. Quel est aujourd'hui finalement l'état des relations entre vous-même, le représentant de l'État, et la classe politique locale? 2 mots d'abord sur les critiques, puisque vous me tendez la perche. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire dans ce conflit, avec bien sûr l'accord de l'État central, puisque vous imaginez bien que dans un conflit de cette nature, les contacts sont plus que quotidiens avec Paris. D'abord, j'ai voulu privilégier, notamment dans les premiers jours et les premières semaines, la conciliation, le dialogue. Et je me suis beaucoup employé parce que c'est aussi une des leçons que je tire de ce conflit. On a du mal à se parler et encore plus de mal à se rencontrer dans ce territoire. Et le haut-commissaire, je crois, a joué un rôle important pour favoriser cette entente et ce dialogue. Et puis, ensuite, sur l'ordre public, sur le maintien de l'ordre public, le recours à la force. Il faut bien comprendre que le recours à la force, ça n'a de sens que si c'est efficace. Ça n'est pas une fin en soi. Le recours à la force, ça doit vraiment permettre le retour à l'ordre public, à une vraie liberté de circulation, à une vraie liberté de commerce et d'industrie. Or, j'ai estimé, et je l'assume, notamment dans les premiers jours du conflit, que ce recours à la force aurait sans doute conduit à des conséquences extrêmement graves, n'aurait sans doute pas été efficace pour ramener l'ordre public, et qu'il fallait pousser jusqu'au bout le dialogue et l'entente et la recherche du compromis. Ensuite, pour dire les choses très clairement à vos auditeurs, comme je l'ai dit d'ailleurs en d'autres lieux et dans d'autres radios, il est vrai qu'à un moment, dans le conflit, pour être précis, c'était le 23 août, et même dans la nuit du 23 au 24, le blocage des négociations, les atteintes devenues inadmissibles, intolérables à la liberté de circulation des Calédoniens, m'ont conduit à préparer une intervention qui était prête. Il se trouve qu'un quart d'heure avant le début de cette intervention très concrète, les lieux que nous prévoyions de libérer ont été spontanément libérés. Donc voilà, je voulais vous dire ça pour que les choses soient bien claires. Je crois que... Et donc, est-ce que cet épisode, aujourd'hui, peut laisser des traces? On sent une crispation évidente entre, aujourd'hui, Calédonie Ensemble et l'État, son représentant. Est-ce que cette crispation peut, à un moment donné, entacher l'issue du prochain comité des signataires? Je pense qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question. Moi, je ne veux pas commenter par voie de presse, par presse interposée les positions prises par un groupe politique ou par un parlementaire de la République. Je crois que ce n'est pas mon rôle. Moi, je me suis expliqué sur la façon dont l'État a réagi. Je suis prêt, bien sûr, à reprendre des contacts directs, bilatéraux,
avec Calédonie Ensemble, je pense que c'est nécessaire dans ce territoire que on puisse se parler, notamment que le représentant de l'État puisse parler à toutes les formations politiques. Et dernière question, Vincent Bouvier, vous avez célébré, entre guillemets, il y a peu, votre première année de fonction ici en tant que commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous voyez passer une année encore à ce poste ? D'abord, c'est pas moi qui décide, ça vous a pas échappé. Vous avez probablement je fais un métier où on est sûr une de rien. volonté et un sentiment. De ce métier. Moi, j'ai passé une année à la fois passionnante, mais difficile, c'est vrai, rude, parce que nous avons eu beaucoup de choses. Nous avons eu des événements d'ailleurs d'abord importants à préparer. Je pense à la visite du président de la République. Nous avons connu déjà des moments difficiles à l'occasion de la question électorale, de la préparation de la loi organique. J'ai eu à connaître de tensions, de conflits difficiles. Mais les enjeux ici, les contacts avec les hommes et les femmes, même s'ils sont parfois rudes, sont toujours enrichissants et passionnants. Vincent Bouvier, haut commissaire de la République, était notre invité ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'information continue. Tout de suite, vous retrouver Bruno.